Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril. Je vous avais fait un gros bilan comme ça pour le mois de mars qui a été plutôt bien accueilli. Vous aviez l'air plutôt content que je propose à nouveau un contenu à l'horizontale avec un global, donc manga, roman, jeux vidéo et animé. Alors ce mois-ci il n'y aura pas de jeux vidéo, j'ai joué un peu à Disney Dreamlight Valley sur le DLC et j'ai commencé Paléopines, mais vu que j'ai pas fini le jeu, on parlera pas jeu. Par contre en manga j'ai pas mal de choses, en roman aussi, et quelques animés à vous présenter, moins que le mois dernier malgré tout. Et on va attaquer de suite. Comme le mois dernier, je vais scinder chaque chose en différentes parties, donc on va commencer avec les nouveautés manga, donc les tomes 1 que j'ai pu découvrir ce mois-ci. Je vous parlerai ensuite des one-shots, puis des suites de séries, et enfin des séries finies. On commence donc chez Mangetsu avec les tomes 1, 2 et 3, je me suis bien mise à jour de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. J'ai beaucoup accroché à cette lecture. Le premier tome est assez introductif et nous permet de découvrir nos personnages et l'univers dans lequel ce récit va se passer. On est sur une romance mais également sur une intrigue autour de l'artisanat, notamment de la céramique, de la décoration de céramique, donc un peu un univers autour de la poterie si on peut faire un global. Les tomes 2 et 3 étaient encore meilleurs que le premier, nous permettent de mieux découvrir nos personnages et de découvrir petit à petit les liens qui vont les unir. J'aime beaucoup nos deux protagonistes, tout particulièrement le personnage féminin qui pour moi est un personnage fort. C'était vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. On passe chez Komiku avec le premier tome, ça va être que des premiers tomes, je vais peut-être pas vous le dire à chaque fois, avec Céline, une vie parisienne, donc un titre qui sera terminé en 3 tomes, et malheureusement c'est peut-être pas la lecture que j'ai préférée, mais pour une raison qui tient vraiment qu'à moi je dirais. C'est que c'était une lecture très slice of life et qui manquait peut-être un petit peu de dynamisme à mon sens. On suit donc le quotidien de Céline qui va découvrir plusieurs métiers différents à Paris et un petit peu les commenter et aider un journaliste sur différents sujets autour de ces métiers, et ça manquait un petit peu d'action, un petit peu d'une intrigue plus forte ou d'un véritable fil rouge pour me donner envie de continuer. Donc je ne pense pas que je vais continuer ce titre, mais si vous aimez les récits vraiment slice of life, détente, ou juste on suit la vie de quelqu'un, ça pourrait être pour vous. Chez Kurokawa, j'ai lu Ramen Akaneko et là c'est une assez bonne surprise finalement. J'étais vraiment pas persuadée que ça allait me plaire, j'étais pas sûre que c'était un titre pour moi, et pourtant j'ai trouvé ce premier tome plutôt agréable. On est sur un titre assez original malgré tout. On suit des chats qui tiennent un restaurant de ramen, et avec un petit peu toutes les difficultés que des chats peuvent avoir, donc ils ont besoin d'être brossés pour qu'il n'y ait pas de poils dans les plats, etc. C'est assez intéressant, c'était beaucoup plus prenant que ce que j'avais imaginé, et je pense que je vais au moins me laisser un second tome pour voir si je continue ou pas. Ce premier tome était assez introductif et nous permet de découvrir nos différents personnages, et je dois dire que je suis assez curieuse de découvrir la suite. On passe chez Mana Books avec le premier tome de 365 Days to the Wedding, et ça a été une assez agréable surprise pour moi. Je m'attendais à bien apprécier ce titre, mais ça a quand même été une bonne surprise, qui est plutôt très positif. On est sur ces deux personnages qui vont être un peu obligés de faire croire à leurs collègues qu'ils vont se marier pour éviter la mutation dans un endroit où ils n'ont vraiment pas envie d'aller. C'est assez intéressant parce que ces deux personnages avec des caractères assez renfermés, assez introvertis, qui ont vraiment l'habitude de leur petit train-train quotidien, et j'ai beaucoup apprécié. Écoutez, pareil, un second tome permettra d'un petit peu approfondir mon avis et de savoir si vraiment c'est une série accrocheuse ou pas, mais pour le moment je pars plutôt positive. Chez Michel Lafon ensuite, j'ai lu le premier tome de Rose Bertin, La couturière fatale, et j'ai adoré cette lecture. On est sur un récit historique qui se passe dans la France sous le règne de Marie-Antoinette, qu'on retrouvera d'ailleurs dans ce titre, et on découvre donc Rose Bertin qui va devenir couturière à Paris. On est vraiment cette fois sur une femme forte, et ça me fait plaisir, qui ne va pas utiliser, contrairement à beaucoup de ses collègues couturières, de ses charmes pour vendre ses vêtements, mais juste de la qualité de son travail. Elle a un caractère bien trempé, une force de caractère que j'ai appréciée, vraiment dans un univers en plus du Paris d'époque. Les dessins sont très beaux, et franchement je pars super positive pour ce titre, ça m'a beaucoup plu.
Chez Vega Dupuis ensuite, j'ai découvert le premier tome de Death Game et là je suis pas complètement convaincue pour le moment. Je vais quand même laisser la chance à un second tome pour vraiment juger ce titre. On est sur un premier tome assez introductif qui nous permet de découvrir les prisonniers qui sont donc pris dans un espèce de jeu où ils devront faire une bonne action par jour mais recevoir un merci sincère, et s'ils font une mauvaise action il y a une roulette russe et un des prisonniers meurt. C'est assez original franchement, mais il y a quelques côtés frustrants dans ce récit. On sent d'ailleurs une seconde intrigue autour d'un prisonnier qui aurait été apparemment enfermé à tort. À voir comment ça va se développer. Jusqu'ici c'était très introductif donc c'est un peu dur de juger le titre. J'aurais besoin d'un second tome pour vraiment savoir si je continue ou non. Chez Kana ensuite j'ai lu le premier tome de Myrtis, donc un manga français auquel je trouve beaucoup de ressemblances, que ce soit autant graphiquement qu'en termes de style d'histoire, avec le manga Dofus édité chez Ankama. J'ai pas enfin c'est pas que j'ai pas apprécié, c'est que je pense que je ne suis pas le public. Tout simplement c'est parce que pour moi c'est vraiment un manga jeunesse, mais pour un public très jeune. Fin d'école primaire, début de collège, je situerais ça à peu près par là, à base de pas mal de gags. Un personnage, la princesse qui est juste ici, qui est pour moi assez agaçante, mais qui est censée amener à des situations assez humoristiques. On est vraiment sur quelque chose qui s'adresse à un public plutôt jeune, et je pense que j'ai juste malheureusement passé l'âge, je suis trop vieille, et je ne continuerai pas. Chez K-World ensuite j'ai eu le premier tome de Rubber X Lover. C'est donc un webtoon adapté au format papier, comme on peut le voir c'est tout en couleur sur papier glacé. C'était un premier tome plutôt sympathique, même si je trouve qu'on reste sur un récit très classique. Pour le moment c'est assez sans surprise. C'est sympathique et si vous aimez les boys love vous trouverez totalement votre compte dans cette lecture. C'est vrai que moi aujourd'hui j'attends quand même un petit peu plus d'une lecture. Je vais quand même continuer et au moins lire un second tome pour voir comment ça se développe, mais j'espère vraiment plus d'originalité à l'avenir parce que pour le moment on est sur une romance assez banale. Il y a quand même un personnage, la personne qui loue l'appartement, à un de nos deux personnages qui me questionne et qui m'intrigue, donc je vais lire le second tome pour voir, mais pour le moment on est sur une romance assez classique. Chez Soleil Manga ensuite j'ai lu le premier tome de Pandora Seven, un titre de fantasy qui m'a assez étonnée. C'est pas ma came la fantasy et je vous avoue que je continuerai pas, mais je vois beaucoup de points forts dans ce titre qui pourraient plaire aux personnes qui aiment. Il y a quand même quelques points d'originalité dans ce récit de fantasy complet. Je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas le petit logo pour public averti parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes et plutôt adultes, je trouve, plutôt choquantes par leur violence. Ça a l'air d'être un titre comme très intéressant avec un univers développé et complet autour de la magie, des monstres, etc. Si vous aimez la fantasy, je pense que ça vous plaira, mais moi c'est vraiment pas mon style de prédilection, donc je pense ne pas poursuivre après ce tome. Chez Delcourt Tonkam, j'ai lu le premier tome du titre Heart Programme dans leur gamme Moonlight. Normalement j'aime beaucoup la gamme Moonlight de chez Delcourt, mais pour ce titre je passe un peu à côté malheureusement. On est en fait sur une romance entre un robot humanoïde, donc vraiment qui a été inventé pour vivre auprès des humains, qu'on peut adopter dans sa famille, et un jeune garçon. Et moi vraiment la romance robot humain ça me bloque un peu, en fait j'arrive pas à me projeter dans l'histoire, j'arrive pas à bien imaginer le truc, à bien situer le truc, et résultat j'ai beaucoup de mal. Je pense que c'est un récit qui pourrait vraiment plaire, mais malheureusement moi c'est vraiment ce mix robot humain qui est vraiment pas pour moi, mais je comprends que ça puisse plaire à beaucoup et surtout les dessins sont très chouettes. On reste chez Delcourt avec le premier tome du titre Le Secret de la Souris, et là franchement je suis pas contente. Je suis pas contente du tout. Parce que c'est pas parce qu'on a des personnages, comme on peut le voir ici, anthropomorphes, que on doit oublier le consentement. Et le consentement est complètement absent de ce premier tome. On a donc une souris qui finit recueillie par cette espèce de loup un peu renard. Et je pense que ce n'est quand même pas une excuse pour nous faire passer des scènes où si c'était des humains, le consentement ne serait clairement pas respecté. Donc pour moi c'est non, moi vous savez que si le consentement n'est pas respecté, ce n'est pas pour moi. Et j'ai vraiment pas du tout aimé ce premier tome à cause de ça. Notre souris est complètement à la merci de ce prédateur, qu'on le dise très clairement. Autant sexuellement que physiquement, que tout ce que vous voulez, et ça ne m'a pas plu. Donc clairement je continuerai pas, j'aurais voulu pareil que ce soit vraiment écrit pour public averti, et toujours pareil, le consentement c'est pour tout le monde. Chez K-Books ensuite j'ai lu le premier tome de Shunshu, je pense que ça se prononce comme ça. Ce sera un webtoon terminé en 15 tomes, pareil toujours papier glacé, tout en couleur, vous connaissez la chanson.
Et j'ai pas trop aimé ce premier tome, je dois l'avouer. On est sur un récit un peu brouillon en fait. L'introduction dans le monde est pas très agréable à lire, c'est assez complexe. C'est pas ce que j'ai préféré, franchement. Et au-delà de ça, les dessins ils font un petit peu vieillots, ils font dater. Alors je pense que c'est peut-être une série qui arrive tardivement chez nous, mais les dessins sont vraiment pas à mon goût en tout cas. Pour moi, ils font vraiment d'une autre époque. Au niveau de l'histoire, c'est pas très fluide, c'est assez brouillon. Dur de se plonger dedans, et après quand on se plonge dedans c'est quand même, je vais pas dire classique non plus, mais c'est pas plein de surprises. Et malheureusement je ne pense pas continuer non plus ce titre. Chez Nouvelle Hydre ensuite, j'ai lu le premier tome de Jaguars, donc une édition française et un manga écrit par des personnes brésiliennes. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir un peu des choses qui changent des mangas japonais. C'était un premier tome assez sympathique, assez étonnant, pareil, dans un univers plutôt original, je dois dire. On est vraiment sur une personne qui se retrouve perdue dans la jungle avec ses collègues et amis, famille, enfin ses proches. Et il finit enlevé et dans un laboratoire d'un espèce de scientifique qui fait des expériences sur les humains pour les faire transformer en animal. Et ouais, on sent une originalité. Ce premier tome est très introductif, nous présente vraiment l'univers et les personnages. C'était plutôt sympathique. Pour autant, moi je ne pense pas continuer, tout simplement parce que j'ai pas vraiment trouvé les personnages attachants. Si l'univers est intéressant, je trouve qu'il y a une grosse star sur les personnages à mon sens. Et ils n'ont pas piqué ma curiosité, ils m'ont pas envie de donner, ils m'ont pas donné envie de lire la suite. Et avec tout ce que j'ai déjà à lire, je pense que je vais pas continuer. C'est pas mauvais, mais c'est pas assez bon pour que j'ai envie de poursuivre. On termine avec Une vie à Versailles. C'est l'autrice qui voulait que je reçoive ce manga. Déjà avec l'éditeur, ça a vraiment pas été évident. Il n'y a pas eu beaucoup de professionnalisme dans cet envoi presse. Et au-delà de ça, je trouve cette édition dommage. Pour moi, c'est très prématuré comme publication et c'est très dommage. Pour le style graphique, on est sur un style plutôt années 2000, quelque chose d'assez rétro qui pourra plaire à certains. Moi, c'est pas ce que j'aime, mais je peux entendre que les dessins plaisent. Par contre, en termes de qualité d'édition, il y a beaucoup de lacunes. On est sur du papier assez fin, l'encre, elle bave régulièrement, c'est bourré de fautes d'orthographe et pourtant je suis pas incroyable en français, mais quand c'est écrit tu es EST, effectivement là ça saute tout de suite aux yeux, c'est bourré de fautes d'orthographe et c'est trop dommage. Pour l'histoire, on est sur quelque chose de très classique, j'ai pas trouvé particulièrement d'originalité là-dedans, les personnages sont pas particulièrement attachants. Je pense qu'il aurait vraiment fallu un accompagnement éditorial plus poussé sur ce titre. J'ai l'impression que c'est un peu de l'auto-édition, de ce que j'ai compris en regardant la maison d'édition, que vraiment ils accompagnaient pas forcément les auteurs et ça se sent et il y aurait eu un besoin. Parce que franchement, il aurait pu avoir quelque chose de bien fait là-dessus, mais c'est hyper prématuré. Beaucoup trop tôt pour publier quelque chose, ça aurait mérité d'être plus travaillé et d'avoir un œil extérieur expert qui aurait pu accompagner l'autrice pour vraiment rendre mieux parce que là c'est très bancal et ça fait vraiment débutant. On passe au one shot et on commence chez Delcourt avec Silent Blue. Un one shot que j'ai beaucoup aimé. Déjà je trouve la couverture absolument superbe. Je sais pas si vous verrez le très bel effet chromé qu'il y a dessus. On est sur une très belle histoire d'une ville qui a fini coulée dans un lac et d'une jeune femme qui habitait cette ville quand elle était plus jeune et qui part plonger là-bas régulièrement. Je trouvais l'histoire très touchante et sympathique. Franchement j'ai beaucoup aimé ce one shot et pour une fois on n'a pas le sentiment que c'est trop court. Donc vraiment si vous voulez découvrir Silent Blue, il m'a beaucoup plu. Un autre one shot de chez Delcourt Tonkam, il s'agit de L'ombre de Moon qui est donc un titre par un auteur français et là je vous avoue que j'ai pas trop aimé. En fait c'est dommage d'avoir fait un one shot pour ce titre parce que l'histoire est loin d'être inintéressante bien qu'elle ne soit pas incroyablement originale et les dessins sont chouettes, mais le format one shot est trop condensé, ça va trop vite, les explications sont parfois brouillonnes ou rushées, ce qui fait qu'on n'a pas bien le temps d'apprécier la lecture, de se plonger dedans et de comprendre tous les événements et ça c'est trop dommage. Franchement ça aurait pu être plus super, mais il aurait fallu faire une série sur au moins 3 tomes je pense pour donner toutes les informations nécessaires et avoir le temps de se plonger dans l'univers et de l'apprécier. Là ça allait trop vite et je le regrette un peu. On passe aux suites et j'ai lu beaucoup de suites de titres ce mois-ci et on va commencer de suite avec le 3e tome de Pumpkin Night. Édité chez Mangetsu, je suis un peu mitigée sur ce titre. D'un côté il y a des choses très bonnes et d'un autre côté il y a de grosses lacunes.
On a eu une première partie de tome qui je trouve a les mêmes défauts que le tome 2, à savoir une certaine redondance dans l'histoire et une histoire vraiment avec de la violence pour de la violence, et ça c'est dommage. Mais il y a un petit plot twist à la fin de ce tome assez étonnant avec la mort d'un personnage qui me donne quand même envie de découvrir la suite. Toujours chez Mangetsu, j'ai lu le second tome de Mother Parasite et là pour le coup j'aime beaucoup. On est dans un univers ultra malsain. Je ressens un peu le même sentiment à la lecture de ce titre qu'à la lecture du titre Les Liens du Sang édité chez Kiun, que j'aime particulièrement, écrit par Shuzo Oshimi. Et vraiment je trouve que ce titre me rend le même malaise. On est sur un jeune garçon qui cherche vraiment un peu la maman parfaite. J'ai encore un petit peu de mal à complètement situer l'intrigue et pourtant ce titre a un côté un peu malsain, captivant, vous savez, comme quand il y a quelque chose qu'on ne devrait pas regarder mais qu'on a envie de regarder quand même, bah c'est un peu le sentiment que ce titre me donne. Pour le moment ça me plaît beaucoup, j'espère que ça traînera pas trop et qu'on aura vite des réponses et du développement et de l'action, mais pour le moment c'est très sympathique. On passe chez Mana Books avec le 5e tome de Villageois level 999. J'avoue avoir été un petit peu déçue par ce tome. Jusqu'ici j'aimais vraiment beaucoup ce titre de fantasy parce qu'on était sur quelque chose de très original. Moi j'aime pas trop la fantasy normalement, mais celui-là était vraiment chouette. Je trouvais vraiment des choses différentes par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire et malheureusement ce tome devient très banal. On est sur quelque chose de très classique. Donc j'ai le tome suivant, donc le 6, dans ma pile à lire en espérant qu'il soit plus original, sinon je suis pas sûre que je continue le titre parce que sans originalité j'aurais pas d'intérêt à lire. On reste chez Mana Books avec le second tome de How to Make Delicious Coffee. J'avais moyennement aimé le premier tome, mais il y avait une petite intrigue autour du personnage de Karen qui me donnait envie d'en découvrir un peu plus. Elle avait un côté un peu mystérieux et secret qui a piqué ma curiosité. On est sur un titre, comme vous pouvez le voir, tout en couleur avec des dessins pas particulièrement jolis à mon sens. Les planches sont moyennes. Malheureusement le mystère autour de Karen a été révélé dans ce tome. Je pensais que ça allait nous suivre toute la série et pas du tout. Et je vous avoue que la romance entre Karen et son cousin, c'est pas vraiment ce qui me donne envie de continuer ce titre. Il a pas du tout piqué ma curiosité pour la suite et je ne pense vraiment pas le continuer. On passe chez Kiun avec le 15e tome du titre Les Liens du Sang dont je vous parlais un petit peu avant. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce titre est vraiment un titre coup de cœur pour moi et une lecture assez étonnante. Je regrette que les tomes mettent autant de temps à sortir et se lisent aussi vite. J'ai mis 10 minutes à lire ce tome. Pour moi c'est super rapide en termes de lecture, c'est vraiment très court. On est sur un tome assez étonnant après une ellipse qui nous permet de découvrir un peu le plus tard de notre personnage et de sa mère. On voit leur retrouvailles et on a été un peu plongé dans une espèce de folie. J'ai pas complètement compris tout ce qui s'est passé dans ce tome, je vous avoue. Je pense que le prochain tome permettra d'éclairer un petit peu tout ça parce que des fois on voit sa mère jeune, des fois on voit sa mère vieille. J'ai vraiment eu un sentiment étrange à la lecture et je suis pas persuadée d'avoir tout bien saisi. Ça méritera peut-être une relecture avec le tome suivant pour mieux situer tout ce qui se passe et mieux saisir les événements. En tout cas on a appris beaucoup plus sur la mère il est pas mort, sur la mère de Seiichi. Et c'est vraiment toujours une bonne surprise ce titre avec toujours un univers malsain captivant comme je vous le disais pour Mother Parasite. Et franchement j'aime toujours autant. Chez Doki Doki ensuite j'ai lu le 11e tome de The Eminence in Shadow. C'est le seul isekai que je suis. Faudrait vraiment que je regarde l'animé parce que j'adore ce titre. J'aime ce titre parce qu'en fait il prend les isekai avec énormément d'autodérision et les tourne un peu en ridicule. C'est un titre très humoristique. Là on est sur un arc vraiment sympathique autour de la princesse du royaume. Il se passe beaucoup de choses. On a eu de très beaux affrontements et on a encore de beaux affrontements à venir. Franchement ça me plaît toujours autant. The Eminence in Shadow c'est le seul isekai que je suis. Normalement j'aime pas du tout ça, mais le ton humoristique de celui-ci me donne terriblement envie de continuer. Chez Meian ensuite j'ai lu les tomes 17 et 18 de Grand Blue, un de mes titres humoristiques favoris. Je vous recommande l'animé si vous avez envie de le découvrir parce que vraiment ce titre est hilarant. On est sur un club de plongée qui est plus un club de beuverie et franchement je rigole beaucoup. Ce tome 17 nous permet de terminer l'arc à Okinawa avec encore une fois beaucoup d'humour et une révélation de fin de tome assez inattendue. Franchement j'ai apprécié. Le tome 18 nous laisse donc sur le développement de ce plot twist et de ces informations avec encore énormément d'humour. C'est un titre, il n'y en a pas beaucoup comme ça, il y a La Voix du Tablier qui me fait ça aussi, mais où je me surprends à pouffer du nez en lisant et franchement j'adore Grand Blue, c'est super drôle et je vous le recommande.
Chez K-World ensuite j'ai lu le 6e et avant-dernier tome de Sa Majesté l'Idol et ça y est, ça commence enfin à s'accélérer. J'ai trouvé les tomes 4 et 5 assez longs à lire et assez redondants, mais là ça y est, on sent que c'est la fin, il y a un véritable développement et les enjeux sont enfin des enjeux, en fait c'est surtout ça qui est important. J'ai apprécié la lecture de ce tome, je me demande comment ça va finir, j'espère de façon originale parce que je me doute un peu d'une fin et si c'est la fin que j'attends ce sera un peu décevant, donc voilà, à voir, mais pour le moment j'apprécie beaucoup. On est sur un webtoon adapté au format papier une fois de plus. Chez Kurokawa ensuite j'ai lu le 5e tome de Partners 2.0 qui est pour public averti parce qu'il y a des scènes de sexe explicites dans ce titre. La relation entre nos deux protagonistes se développe petit à petit et en même temps trop lentement à mon goût. J'espère que ça va s'accélérer parce que je commence à sentir une redondance à la lecture et j'ai vraiment envie qu'on ait un rapprochement plus romantique qu'uniquement charnel entre nos personnages. Il y a eu quand même une petite rencontre en fin de tome entre deux personnages que je n'attendais pas du tout qui se croisent à un moment dans ce titre qui pique un peu ma curiosité, donc à voir le tome 6, mais si ça s'accélère pas rapidement, je sais pas si je vais continuer cette lecture. On reste chez Kurokawa avec le 3e tome de Tsugai. Je vous avoue que je continue ce titre uniquement parce que c'est Hiromu Arakawa qui l'a écrit, donc l'autrice de Fullmetal Alchemist, et j'aime beaucoup les titres qu'elle écrit d'habitude, mais là c'est très long à se mettre en place. On est sur un 3e tome toujours aussi introductif que les deux premiers où on nous plonge dans l'univers, on découvre les Tsugai, on découvre les personnages, les liens qui les unissent, etc. etc. C'est vraiment long à se mettre en place, je vais continuer bien parce que c'est cette autrice et parce que je sais qu'elle est capable de faire des merveilles, mais je vous avoue que pour le moment je suis pas vraiment emballée. On va chez Kurokawa avec le 18e tome de Mayumi Hiro, j'aime toujours autant ce thriller. On est vraiment sur un total renouvellement avec ce tome, donc on a une grosse ellipse temporelle et on plonge dans un nouvel arc. Bien sûr, Tetsuo Tosu va encore avoir des méchants à contrecarrer et son secret à garder. Pour le moment, on est vraiment sur l'introduction de ce nouvel arc quelques années plus tard qui je pense sera sûrement le dernier de la série, en tout cas je l'espère, sinon ça va vraiment tirer en longueur. Mais pour le moment, je suis curieuse, j'ai le tome 19 dans ma pile à lire et j'ai très envie de découvrir ce qui va se passer dans ce nouvel arc. On finit chez Kurokawa avec le second tome du titre Le Goût des fraises, donc on est à la moitié de la série, ce sera un titre en 4 tomes qui est absolument adorable. Cette romance est tellement mignonne et très addictive, il y a un certain écart d'âge entre nos deux personnages que je ne trouve pas du tout dérangeant, ils sont très mignons, j'adore leurs deux personnalités qui sont assez complémentaires et franchement l'histoire avance bien dans ce tome, il se passe pas mal de choses, c'est peut-être la force de la série courte, c'est comment on n'a pas le temps de tourner en rond, ce qui est assez important je trouve à mon sens dans une romance parce que des fois ça tire vraiment en longueur, c'est pas le cas ici, c'est absolument adorable et c'est une romance que je conseille très fortement parce que dans les romances sorties cette année il n'y en a pas beaucoup qui peuvent l'égaler. On passe chez Kotun avec le second tome de Mon vœu le plus sincère qui est donc un titre français et quelle force d'être un titre français pour ce webtoon adapté au format papier. Ce titre est premièrement hilarant et en plus le fait qu'il soit en français nous donne une grosse accessibilité au niveau des gags qu'on n'a pas toujours dans les traductions. Par exemple quand vous ouvrez une page qui a un concert qui commence par la pub des petits Philotubes, enfin la musique de la pub des petits Philotubes, moi je peux vous dire que je trouve ça hilarant en toute sincérité. Au-delà d'être un titre en termes d'humour très efficace, c'est une très belle histoire. On a non seulement une romance mais aussi des personnages très bien développés, que ce soit notre protagoniste féminine qui a eu un passé vraiment pas très fun qu'on a un peu plus découvert dans ce tome et notre protagoniste masculin qui vient d'un univers de génie qu'on découvre petit à petit et qui est très intéressant. Franchement ce titre a tout pour plaire, je le trouve génial, les dessins sont super, les personnages accrocheurs, la romance efficace, c'est drôle, c'est vraiment sympathique à lire, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir à lire un titre et c'est un coup de cœur. On reste dans les webtoons avec le second tome de Dangerous Convenience Store qui est donc un boys love. J'ai été très agréablement surprise par ce second tome et ses événements. La relation entre nos deux personnages se développe petit à petit à base de quiproquos qui j'espère seront quand même vite solutionnés. Mais pour le moment j'aime beaucoup la différence, c'est vraiment un trope un peu Grumpy Sunshine et j'aime beaucoup et surtout on a eu un événement de fin de tome, je préfère pas spoiler, mais un événement de fin de tome que vraiment j'attendais pas et que j'attendais pas de la part d'un de nos deux personnages et j'ai beaucoup aimé, ce qui me rend hyper curieuse de découvrir le troisième. Chez K-Books, j'ai lu le 3e tome de
A Tender Heart, pardon, un titre que j'aime tout particulièrement. Ce tome nous fait vraiment énormément avancer l'histoire, c'est un gros coup d'accélérateur dans l'histoire. On a tout d'abord une grosse ellipse temporelle qui nous amène beaucoup plus loin dans le récit, où notre personnage masculin devient très rapidement adulte, et la relation entre nos deux personnages évolue également très rapidement dans ce tome, beaucoup plus que ce que j'imaginais ça beaucoup plus long tout au long du récit, mais non, ça arrive très très vite, ce qui me rend assez curieuse de découvrir le tome 4 et la suite, et qu'est-ce qui va se passer par la suite, quelles vont être les difficultés qu'ils vont rencontrer, parce que moi je pensais que c'était le fait de se mettre ensemble qui allait être une difficulté, et finalement ce n'est pas ça. Donc qu'est-ce que ça va être? Je suis très curieuse de le découvrir. Chez Delcourt, ensuite, j'ai lu le 3e tome de Blue Box, donc un titre entre sport et romance. Ce tome laissait un petit peu la romance de côté et c'était pas franchement un problème parce que la lecture du côté sport était très intéressante, que ce soit côté badminton ou côté basketball. On a eu des qualifications pour des compétitions et certains moments assez étonnants. Je pensais pas que certaines personnes n'allaient pas être sélectionnées pour les tournois, je pensais qu'on allait avoir des tournois pour tout le monde et ça va pas être le cas. Donc assez agréablement surprise par les événements de ce tome. Il y a l'animé qui va sortir à l'automne et franchement j'ai assez hâte de le voir et j'ai assez hâte de continuer parce que c'est un très bon titre. Chez Michel Lafon, ensuite j'ai lu les tomes 5, 6 et 7 de Hellfire Messenger, le 7 étant l'avant-dernier tome de ce titre. On a eu des tomes vraiment super agréables à lire, je trouve déjà les dessins magnifiques, que ce soit les éléments, les chara-design, etc. C'est super chouette à lire. L'intrigue avance super bien, on a des choses très très intéressantes qui sont révélées dans ces tomes et de très très beaux affrontements. J'ai juste une peur, c'est que le prochain tome et le dernier, ça me paraît être super tôt pour finir ce titre, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas pour le moment j'aime vraiment beaucoup, et si vous aimez les shonen un peu type Neketsu, un peu baston, franchement c'est vraiment pour moi un titre à lire et j'en entends pas assez parler sur les réseaux et pourtant il est trop chouette. Ensuite on va avoir plein de suites de chez Kana parce que j'ai beaucoup lu chez eux ce mois-ci, et on commence directement avec le 10e tome de Corps Solitaire qui est un titre coup de cœur. C'est mon titre préféré de la gamme live de chez Kana, j'en lis d'ailleurs plus beaucoup, c'est pas franchement la gamme que j'ai préférée, mais alors Corps Solitaire je l'aime beaucoup. Dans ce tome on a pu un petit peu mieux appréhender le personnage de Yo-chan qui s'est beaucoup remis en question et qui a compris beaucoup de choses vis-à-vis de sa femme Michi. J'ai beaucoup aimé le développement et le cheminement de la relation entre nos personnages, c'était très intéressant. J'espère que j'aurai tort, mais je pense que je vois venir la finalité gros comme une maison, et si c'est ce que je pense, ça ne va pas être assez original à mon goût et je vais être un peu déçue. Voilà, on verra dans les tomes à venir, mais en tout cas pour le moment ça reste un gros coup de cœur en espérant que ça garde vraiment la même dynamique. On passe au 12e tome de Sexy Cosplay Doll, un tome qui m'a pas très emballé. Normalement j'aime beaucoup Sexy Cosplay Doll, mais plus pour le côté romance entre Gojo et Marine que pour le cosplay, qui n'est pas un sujet qui m'intéresse, c'est pas un hobby que j'ai, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ni à regarder ni à pratiquer, donc voilà. Bon, c'est dans le titre et évidemment ça fait partie du titre, mais normalement on a un bon équilibre entre cosplay et romance, et là ça fait 2 tomes qu'on est 100% cosplay et que la romance est totalement laissée de côté, c'est un peu dommage. Donc j'espère vraiment du cosplay dans... n'importe quoi, je me mélange. J'espère vraiment de la romance dans le prochain tome, parce que là le cosplay, j'aime bien, c'est chouette, mais j'aimerais vraiment plus de romance. On continue avec le 5e tome de Princesse Puncheuse. J'adore ce titre. Je le trouve hilarant. Déjà premièrement, notre héroïne est forte, j'adore les femmes fortes, j'adore les héroïnes fortes, et là elle est vraiment en plein dans le thème. Et je passe vraiment un super moment de lecture à chaque tome. On a une véritable intrigue qui s'est développée. Au début c'était juste Scarlett qui tabassait de l'aristocrate véreux, mais là on commence vraiment à avoir une intrigue plus développée, plus profonde que ça, et c'est très agréable à lire. Les dessins sont super beaux, les personnages sont attachants et surtout le titre est drôle, en plus d'avoir de très belles scènes de combat. C'est un shoujo qui n'est pas une romance, vous le noterez, parce que il y en a qui ont tendance à oublier que les shoujos sont pas forcément que des romances, donc là ce n'est pas une romance, et il est vraiment super agréable à lire, je vous le recommande très fortement. On continue avec le 5e tome de The Danger in My Heart. Si vous voulez découvrir ce titre, je vous conseille l'anime qui pour moi est encore meilleur que le manga. Pour moi l'anime pousse complètement l'œuvre encore plus loin, alors que c'est déjà une œuvre excellente. Je regrette que ce soit écrit aussi petit, alors j'ai une très mauvaise vue, les bulles sont très petites. C'est écrit vraiment trop petit pour moi. Kana, faites-le en plus grand format. J'ai adoré ce tome, comme
tous les tomes de The Danger in My Heart, vous me direz, surtout la scène qui se passe chez Yamada, vraiment très très agréable à lire. Notre petit duo se rapproche petit à petit, je connais déjà les événements parce que j'ai vu les 2 saisons de l'animé, mais c'est quand même un plaisir de les redécouvrir et de les découvrir au format papier, et franchement c'est pour moi la romance 2024 à ne pas manquer. On reste dans les shoujo avec le second tome de L'enfant en moi, un titre qui change vraiment de tous les shoujo que j'ai pu déjà voir parce qu'on parle de grossesse adolescente, donc une jeune lycéenne qui tombe enceinte de son copain. J'aime énormément ce titre pour la vérité dont il fait preuve. Cette jeune femme qui est en pleine réflexion entre avorter, garder le bébé, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les choses à faire médicalement parlant, etc. L'accompagnement. Son copain qui est vraiment très présent pour elle, ce qui ne serait pas arrivé à beaucoup de monde je pense à cet âge-là, et qui est super agréable à lire, j'aime particulièrement son personnage. Dans ce tome, les mamans respectives finissent par être au courant et on voit 2 points de vue qui vraiment s'entrechoquent dans ce tome et 2 possibilités qui peuvent exister pour beaucoup de familles. J'ai beaucoup aimé, c'est une lecture que je trouve un peu bouleversante et qui vraiment change de tout ce que j'ai déjà vu. C'est vraiment très réaliste et j'apprécie énormément ma lecture. On continue avec le second tome de Silence, donc un manga français que j'aime particulièrement. Je trouve la couverture avec ses tournesols absolument superbe. J'ai beaucoup aimé ce tome et au-delà de ça j'aime beaucoup ce titre qui est super original dans un univers un peu post-apocalyptique où le bruit attire les monstres, il y a des humains qui doivent survivre et vraiment donc dans le silence avec la langue des signes, etc. Et il se passe beaucoup de choses dans ce tome, on en apprend plus sur l'univers, plus sur nos personnages. Il y a eu de très beaux affrontements franchement avec des petites pages de bestiaire pour un petit peu mieux situer les monstres, etc. C'est super bien amené, l'écriture est vraiment intéressante et on finit sur une fin de tome avec la découverte d'une nouvelle ville dans cet univers post-apocalyptique alors que pour le moment on n'en avait pas vu d'autres. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On continue avec le 6e tome de Tokyo Aliens. Je trouve la couverture tellement chouette, elle est trop belle. Un tome vraiment intéressant avec une antagoniste qui finalement n'est peut-être pas tant une antagoniste que ça, de très beaux affrontements et donc de nouveaux méchants pour nos personnages. J'attends quand même un fil conducteur, on a un fil conducteur principal en fait mais pour le moment il n'est pas très développé. J'aimerais qu'il soit plus présent à l'avenir parce que j'apprécie vraiment ce titre. Les dessins sont vraiment différents de tout ce que je vois d'habitude, je sais pas, les contours des personnages c'est vraiment pas comme ce que j'ai l'habitude de lire et j'adore. Franchement Tokyo Aliens c'est pareil, j'ai hâte de voir l'animé parce qu'il a été annoncé même si on n'a pas encore de date parce que ça va être vraiment super je pense en animé et c'est vraiment un super shonen de baston. Je vous le recommande et très agréable à lire et encore un super bon tome, j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu les tomes 13 et 14 de Touken Anki, un tome 13 décevant comme la majorité de cet arc avec lequel j'ai beaucoup de mal. En fait on a eu un tome 13 avec des combats ponctués de surabondance de dialogue, je veux dire il faut choisir entre affrontement ou blabla et là vraiment il y en avait trop, c'était vraiment pas agréable à lire. Heureusement que le tome 14 remonte vraiment la pente parce que je commençais à me questionner si j'avais envie de continuer le titre ou pas. Mais ça y est, déjà on arrive à la fin de cet arc que je n'ai pas particulièrement apprécié. Et en plus dans ce tome on a eu de très beaux affrontements, surtout que j'adore les dessins, je les trouve hyper chouettes, c'est un très beau shonen. Et vraiment je suis un peu soulagée parce que j'avais pas envie de laisser Touken Anki parce que j'aime beaucoup ce titre. Et ce tome 14 a été vraiment un soulagement pour moi de voir que la qualité était de retour et surtout la qualité que j'attendais de ce récit. De très beaux combats et l'annonce d'un encore plus beau combat pour le prochain tome, ça me rend impatiente. On continue avec le 9e tome de Boys Abyss que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre tellement étrange parce que je sais toujours pas au bout de 9 tomes où est-ce que l'auteur nous emmène et pourtant j'ai envie d'y aller avec lui. C'est un récit tellement étrange qui part un peu dans tous les sens, très mélancolique, très bizarre et pourtant qui donne vraiment envie de continuer à le lire. C'est vraiment un super titre. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome une fois de plus, il se passe beaucoup de choses, nos personnages changent complètement de ville, finissent par un peu se perdre de vue, etc. Je me demande ce que ça va donner par la suite. On a un assez gros suspense à la fin de ce 9e tome et j'ai hâte de découvrir le 10e. On termine les suites de série avec les tomes 19, 20 et 21 de l'édition Okage de Naruto. Le tome 19 était assez banal et agréable à lire, c'est ma première découverte de Naruto et je sais que c'est un classique pour beaucoup de monde, mais arriver à découvrir de Naruto en 2024, c'est découvrir quelque chose de malgré tout très classique et un peu sans surprise, donc j'ai bien vu venir les événements de ce tome. Le tome 21 était sympathique parce que j'apprécie qu'on ait vraiment
le point de vue un peu côté Naruto, mais qu'on ait aussi le point de vue côté Sasuke. La balance entre les chapitres avec Naruto et les chapitres avec Sasuke sont très sympathiques. Donc franchement j'ai bien aimé. Tome 21, très agréable, j'aime beaucoup la couverture qui nous laissait un peu présager de ce qui allait arriver dans ce tome, ça me paraissait un peu évident, donc pareil, pas de surprise de ce côté-là. Naruto, en termes de récit, pour le moment, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a pas d'étonnement, c'est très classique, il n'y a rien qui me waouh. Pour autant, c'était sympathique, on a eu de beaux combats, particulièrement le combat de Jiraiya, qui était vraiment agréable à lire et qui était plutôt beau. J'ai bien aimé aussi certains affrontements auxquels Sasuke a participé. Et surtout l'annonce de son combat contre Itachi. Donc voilà, assez curieuse de découvrir la suite, mais pour le moment Naruto c'est pas un waouh pour moi. On termine les mangas avec les suites et fins, j'ai fini 2 titres ce mois-ci. On commence avec le 3e et dernier tome d'Abyss Azur, édité chez Vega Dupuis. Un dernier tome assez étonnant parce qu'on nous a rajouté des éléments de récit à la fin du titre, ce qui est quand même assez rare, et des éléments vraiment importants et intéressants. Je regrette un petit peu que la fin soit pas comme je l'ai imaginé, et en même temps je suis contente que la fin soit pas comme je l'ai imaginé parce qu'elle est originale. Donc je suis un peu dans cette balance. Quoi qu'il arrive, Abyss Azur ça a vraiment été une super découverte, une très très bonne histoire, un petit peu à la petite sirène, mais plus sur une histoire d'amitié que d'amour. J'ai beaucoup apprécié, avec un univers vraiment intéressant et sans pitié. C'était une super lecture et une bonne surprise. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le 11e et dernier tome d'Echoes, et là je vous avoue que ça m'a fait quelque chose. Echoes c'est un de mes titres préférés, j'ai adoré ce thriller, j'ai trouvé terriblement touchant et la fin était superbe. D'un côté la fin était comme je m'y attendais, et d'un côté ça a été un soulagement que ça se passe comme je m'y attendais, et j'ai beaucoup aimé. On a eu pas mal de révélations dans ce tome et une petite ellipse à la fin pour un peu les quelques années plus tard, pour découvrir ce que nos personnages sont devenus. Echoes pour moi c'est un énorme coup de cœur, c'est parmi mes titres préférés que j'ai pu lire jusqu'ici. Et vraiment, je peux pas trop vous parler de ce dernier tome sans vous spoiler toute l'histoire, mais le voyage vaut vraiment le détour. Et j'ai adoré. On passe au roman, et tout d'abord donc les nouveautés. J'ai lu le premier tome de Threads of Power, qui est un beau bébé. L'enfant est épais. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a différentes choses à dire sur Threads of Power. Tout d'abord, c'est la suite d'une trilogie que je n'ai pas lue. On m'a dit que c'était tout à fait accessible pour toute personne qui n'avait pas lu la trilogie, et je suis pas complètement d'accord. Parce que l'univers est dense et complexe, on suit beaucoup de personnages différents qui font à mon avis partie de la trilogie. Et donc les premières parties elles sont dures à lire, c'est dur de se mettre dedans, c'est dur d'appréhender l'univers. Pour moi il faut lire la trilogie avant de lire Threads of Power, ça me paraît difficilement envisageable autrement. Malgré tout, au bout de pas mal de chapitres, je dirais un tiers du bouquin, j'ai enfin mieux situé les différents londes, les différents points de vue, nos personnages, etc. Tout ce micmac très dense, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. J'ai apprécié qu'on suive plusieurs points de vue, plusieurs petits groupes de personnages, et surtout j'ai aimé tous les personnages. On suit également différentes actions, notamment dans le Londres rouge et dans le Londres blanc. Je suis très curieuse de voir ce qui va se passer dans le Londres blanc par la suite, avec un personnage tout particulièrement qu'on suit, et la suite des événements. Et au niveau du Londres rouge, on suit donc un personnage qui ne fait apparemment pas partie de la trilogie, en plus de ceux qu'on peut redécouvrir. Et il se passe beaucoup d'événements, et on sent que c'est que le prémisse vraiment de la série, et c'est un excellent début. On nous a introduit des éléments très intéressants, un complot à déjouer, différents types de magie, des liens entre les personnages, c'est hyper complet et j'ai vraiment adoré ma lecture. Surtout plus j'ai avancé, je dirais, sur la deuxième moitié du tome, plus j'ai trouvé ça un petit peu addictif et captivant, et c'est vraiment une belle découverte. De chez la nouvelle édition, j'ai lu le one-shot La vengeance d'un prince, un titre en un peu moins de 300 pages, ça se lit très vite parce qu'il y a quelques illustrations au milieu, et franchement c'est très facile à lire. Je regrette très fortement que les seuls avertissements trigger warning soient ici, avec scènes de violence physique et psychologique pour public averti, qui pour moi n'est pas du tout assez développé. Déjà j'aurais voulu le retrouver en début de titre, et qu'on précise que dans ce titre il y a de nombreuses scènes de viol. Voilà.
parce que pour moi c'est super important de préciser ce genre de trigger warning qui pourrait mettre des personnes très mal à l'aise, qui ont un vécu beaucoup plus difficile que le mien. Et donc voilà, ça fait hyper défaut et c'est trop dommage que l'éditeur l'ait pas mis clairement. On comprend dans le résumé que voilà, il va avoir des scènes un peu choquantes de type sans consentement, mais elles sont très répétées dans ce titre. Il n'y en a pas qu'une, il y en a vraiment plusieurs. Et j'aurais voulu que ce soit précisé. Donc ça c'est dommage. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé. On est sur deux personnages torturés, avec une vie triste, mais triste. Une personne qui n'a qu'une envie, tuer l'autre, et une qui n'a qu'une envie, mourir. C'est assez original. J'ai beaucoup aimé aussi qu'on a un côté très géopolitique entre deux royaumes qui sont un peu en conflit, etc. Et qu'on ait quelques flashbacks dans le passé de nos personnages qui nous permettent de mieux les appréhender. On est vraiment concentré sur ces deux personnages-là. Il y a quelques personnages secondaires mais qui sont pas tant développés que ça et pas tant impactants au récit. J'ai beaucoup aimé le développement de leur relation. Il y a certains éléments du récit qui m'ont étonnée, même si la finalité était plus que prévisible. J'ai quand même beaucoup apprécié certains éléments de ce récit. Petit gros bémol, je sais pas pour moi, c'est qu'il y a énormément de scènes de sexe dans ce titre, consentantes ou non. Et c'est pas forcément ce que je préfère, moi dans une lecture, c'est pas ce que je recherche. Et qu'il y a des personnes qui adorent quand il y a des scènes explicites comme ça dans la lecture, moi c'est pas trop ma came. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, j'aurais aimé qu'il y en ait moins, surtout qu'il y a des fois où elles étaient vraiment pas nécessaires. Donc voilà, mais en tout cas c'est quand même une très bonne histoire que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, un one shot hyper agréable avec des personnages très intéressants et un univers bien développé. On reste dans les one shots avec le roman Assassin's Creed La Cité Dorée, édité chez 404 Éditions, qui est donc inspiré de l'univers d'Assassin's Creed Mirage. Moi je l'ai pas fait, les Assassin's Creed j'ai abandonné depuis, c'est lequel que j'ai pas aimé, c'est Origins, et depuis je trouve que la licence est catastrophique, ils ont complètement perdu le cap de ce qui fait que c'était une bonne licence, mais bon, c'est encore autre chose. En tout cas au niveau du roman, j'ai vraiment apprécié. Donc on se retrouve à Constantinople, donc aujourd'hui Istanbul, avec un personnage qui fait partie de la confrérie des assassins, qui va devoir déjouer les plans, comme d'habitude, des Templiers, et notamment protéger un enfant dont son père, le roi, essaye de l'assassiner. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, l'enfant est très attachant, moi je m'y suis vite attachée. Et nos personnages changent vraiment des assassins qu'on peut voir d'habitude. Alors j'avais déjà lu la trilogie Assassin's Creed Fragment édité chez 404 aussi, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé celui-là aussi parce que ça change vraiment de l'image qu'on a des assassins dans les jeux Assassin's Creed. J'ai aimé aussi découvrir Constantinople, les paysages sont très bien décrits, c'est très agréable à lire. Le personnage est très intéressant, le développement de l'histoire aussi a quelques rebondissements, même s'ils sont prévisibles, qui étaient vraiment sympathiques. Et ça a été au global une très agréable lecture et assez étonnante. On termine les romans avec une suite. Il s'agit donc du tome 1.5 de Captive qui s'appelle Perfectly Wrong. J'ai acheté pour ma part l'édition reliée avec cet effet argenté superbe qui part complètement sous les doigts. Je suis hyper déçue et mon jaspage taché de blanc juste ici pour une raison que j'ignore. Le jaspage qui au passage est pas dingue. En fait je comprends pas trop leur choix sur le jaspage de Captive. Je trouve que ça a aucun rapport avec l'histoire. De même pour la couverture, hein, c'est très joli, j'aime l'effet brillant, machin. Mais on dirait vraiment une couverture de fantasy, ça n'a aucun rapport avec la romance. Enfin c'est la dark romance mais ça n'a aucun rapport. Les illustrations, tant que je suis à critiquer, sont pas du tout à mon goût et par accord. Parce que ce personnage est quand même décrit plus d'une fois avec une barbe bien fournie machin. Ici on dirait qu'il est un berbe. Donc il aurait peut-être fallu que les illustrateurs lisent ou comment on leur résume à quoi ressemblent les personnages, parce que ça c'est trop dommage. Donc Captive tome 1.5 qui est donc une semi-suite qui se concentre plutôt sur des personnages secondaires, donc c'est un peu un spin-off aussi. Normalement Captive c'est de la dark romance, mais là il n'y a rien de dark dans celui-là, on est vraiment sur une romance tout à fait ok, tout à fait classique. Et donc on suit les événements sur la bonne moitié du tome du premier volume de Captive, mais vu par les yeux du cousin de Asher, donc qui s'appelle Ben, et qui lui va essayer de reprendre contact avec son premier amour, etc. Donc on est sur une romance très mignonne, très agréable. Ça nous permet aussi de vraiment mieux comprendre Asher et ses choix et ses comportements, etc.
Je dis pas que ça justifie, mais je dis que vraiment on comprend beaucoup mieux en lisant ce tome 1.5 ce qui s'est passé dans le tome 1. La deuxième partie du tome, je suppose, correspond à certains événements du tome 2, je l'ai pas encore lu. Je devais le recevoir fin mai, mais il a été décalé à début juin, donc j'ai précommandé en fait l'édition reliée parce que je voulais pas le brocher, je préfère les éditions reliées, donc voilà, j'attends la sortie du relié. Donc voilà, la seconde partie du tome a été vraiment, c'est un peu drôle de dire ça, mais captivante. Il y a eu tellement de plot twists inattendus, des révélations que j'attendais pas du tout. Alors c'est peut-être moi qui suis pas du tout pertinente dans ma lecture, mais alors là, j'attendais tellement pas certains éléments de ce récit. Je l'ai détruit ce tome, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 2 soirées je crois. J'étais incapable de le laisser, vous savez cet effet quand vous lisez un bouquin, que vous devez quand même aller travailler le lendemain et que toute la journée vous pensez à votre livre et vous le dites vivement que je rentre ce soir pour lire la suite. Ça a été un maxi coup de cœur franchement. Hyper étonnée par les événements, super agréable de redécouvrir les événements du premier tome à travers les yeux de Ben et de mieux comprendre certaines choses parce que vu qu'on suivait le point de vue d'Ella dans le premier tome et qu'elle faisait quand même pas vraiment partie de l'espèce de team du cartel, ça permet de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de ces mafieux, les choix, les événements, etc. C'est vraiment un super complément. Je sais que certaines personnes ont lu les tomes 1 et 2 de Captive en squeezant ce tome 1.5, mais moi je trouve qu'il permet de tellement approfondir la lecture que je vous le recommande vraiment très fortement. Et on termine avec la dernière partie de ce bilan, donc je vous ai dit qu'il n'y aura pas de jeux vidéo pour ce mois-ci, donc on va parler animé, j'en ai vu 2. On commence avec Shaman King Flowers, qui est donc la suite directe de Shaman King. Donc moi j'avais déjà regardé le remake de Shaman King de 2022 ou 2023, je sais plus, qui correspond à la véritable histoire parce que vraiment le Shaman King qu'on avait connu à l'époque, on n'avait pas la fin tout simplement. Shaman King Flowers reste vraiment dans la même lignée, on a un peu cette impression de remake pas ouf. C'est-à-dire qu'on retrouve des personnages qui ressemblent beaucoup à d'autres, c'est souvent d'ailleurs les enfants de certains personnages, on retrouve beaucoup de traits de caractère et même de traits physiques. Cette première saison de Shaman King Flowers a été hyper introductive, c'est-à-dire qu'on a terminé la saison, je pense qu'on a juste terminé l'introduction du Flower of Maze qui sera donc le tournoi pour découvrir donc nos personnages, ce qui les lie, le tournoi qui va avoir lieu même si on ne connaît toujours pas ses tenants et ses aboutissants et peut-être, mais ça n'a même pas été confirmé à la fin de la saison, l'esprit du fils de Yo et Anna qui s'appelle aussi Anna, donc ça paraît super pratique à regarder, franchement aucune originalité sur les noms, il n'y a eu aucun effort. Je trouvais cette saison globalement très décevante, franchement. J'ai regardé parce que je sais qu'après il y a Shaman King Superstar qui m'intéresse et je suis obligée de passer par Flowers pour suivre Superstar. Mais franchement j'ai pas... C'est vraiment pas ouf. On sent la volonté en fait de refaire quelque chose dans l'univers Shaman King. Mais c'est pas... C'était pas très prenant, les personnages sont pas particulièrement sympathiques, même les personnages auxquels j'aurais dû accrocher comme le fils de Ren, Ren étant mon personnage préféré, qu'en plus il l'a eu avec Jeanne, donc la Vierge de Fer qui est aussi un de mes personnages préférés, donc en voyant leur fils je me suis dit ouais je vais accrocher et tout. Pas trop, cette saison elle a été longue, elle a été uniquement introductive, les personnages sont pas particulièrement sympathiques, notre protagoniste je l'apprécie pas particulièrement non plus. Je vous avoue que pour le moment je pars pas du tout positif pour Shaman King Flowers, j'avais déjà lu les tomes, j'avais déjà pas trop apprécié, mais je sais que je suis obligée de passer par là pour suivre Superstar qui m'intéresse, donc je me fais un peu douleur en attendant. Mais franchement, si vous n'êtes pas particulièrement intéressé par la suite d'après, donc Shaman King Superstar, vous infligez pas Shaman King Flowers parce que c'est vraiment pas ouf. Et on termine donc les animés avec la première saison de The Witch and the Beast. Donc là pour le coup j'avais pas lu le manga, je connaissais pas du tout, c'était une découverte complète. Mais j'avais lu pas mal d'avis positifs sur le manga, donc je me suis dit moi je vais tester au format animé. Le format animé était sympathique, bien que pas exceptionnel, on était sur une animation correcte mais pas incroyable, des OST corrects mais pas incroyables, et un rythme et une dynamique correcte mais pas incroyable. Donc je dirais que c'était un animé correct. Pareil, cette première saison était très introductive, nous a permis de mieux découvrir Achaf et Guido, ce qui les lie, ce qui s'est passé notamment pour le personnage de Guido, et comment sont les sorcières dans cet univers. On a découvert également un autre personnage, une sorcière, nécromancienne qu'on reverra sûrement par la suite je pense parce qu'il y a eu plusieurs épisodes autour d'elle. Voilà, pour le moment c'était très introductif et j'ai vraiment l'impression que la fin de saison nous annonce enfin l'action et les choses prenantes. C'était pas mauvais mais c'était pas incroyable. C'était sympathique à regarder, je regarderai la saison 2, mais si la saison 2 n'élève pas un peu le niveau, notamment
au niveau du récit et vraiment au niveau de la dynamique. Je sais pas si je continuerai, je sais pas si j'accrocherai. Mais voilà, en tout cas cette première saison était bien. Et à voir par la suite ce que ça donnera. Et donc voilà pour ce gros bilan d'avril avec beaucoup de lectures. Comme je vous ai dit, j'ai joué un peu mais j'ai pas terminé les jeux, donc je préfère vous les présenter quand c'est fini. Et avec des animés globalement assez déceptifs malgré tout. Donc voilà, dites-moi si ce format vous plaît toujours autant, si vous avez toujours autant envie que je vous fasse chaque mois un petit format horizontal comme ça avec un gros résumé de mes consommations du mois. Sachant qu'au mois de mai, là j'ai 2 semaines de vacances parce que je devais écouler mes congés, donc à mon avis je vais beaucoup lire ou beaucoup jouer, je sais pas encore, mais je me sens sur la lecture. Donc on verra le mois prochain pour peut-être se retrouver dans ce format. Si vous avez des choses à me raconter sur ces lectures, sur ces animés, des recommandations, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours hyper plaisir. Pareil pour le petit pouce, mais moi je trouve que le commentaire c'est beaucoup plus intéressant parce que j'adore échanger avec vous. On se retrouve, que ce soit donc ici sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Thread, bref, on se retrouve de partout. Je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve le mois prochain.